Et nous sommes donc de retour toujours chez H7 pour l'événement Zero to One. On termine cette belle journée avec énormément d'entrepreneurs que j'ai eu la chance d'interviewer. Mais aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui est privilégié, qui va m'avoir pour lui tout seul. Ou c'est l'inverse, je ne sais pas. Bref, je suis avec Gilles et on va parler de Web3. Avec un bon plan serré sur la cam. Voilà, super. Bon, comment vas-tu Gilles? Bien, parfait, très belle journée. As-tu encore plein d'énergie avec moi là? Bah Ah, moi oui, mais toi ça moi va? j'en ai beaucoup moi. Ouais. En fait quand je suis dans un état de flow. Après tu me verras dormir sur le canapé, mais là tu as encore 45 minutes de full attention de ma part. Pourrais-tu Bon évidemment on va parler de Web3, vous l'aurez compris. De quoi es-tu... De quelle compagnie... Ah ouais, vraiment je suis fatigué. De quelle compagnie es-tu le cofondateur et CEO du coup? Eh ben, je suis cofondateur et CEO d'une société qui s'appelle iExec. Mais qu'est-ce que iExec? iExec, c'est une société lyonnaise, enfin, on est en français, et on officie dans le domaine du Web 3. On fait deux choses en fait. On fait une première partie qui est une plateforme Ouais. pour les développeurs pour qu'ils puissent facilement créer ce qu'on appelle des dApps, des applications décentralisées, donc des applications type Web 3. Et puis on est aussi une plateforme où les gens peuvent facilement monétiser donc les développeurs leurs applications et le public ordinaire leurs données, par exemple leurs données personnelles, des Donc tu fais du contenus qu'ils auraient B2B et du créés. B2C. On peut dire ça, ouais, tout à fait. Enfin, on fait D'accord. surtout du B2B vers des gens qui ensuite auront des utilisateurs. Mais donc tu dois toujours avoir ce genre de prisme de l'utilisateur final, même si c'est pas lui qui va payer. Exactement, clairement. C'est assez La particulier quand même. proposition de valeur va de toute façon vers l'utilisateur final. Dans le Web3, ce qu'on essaie de faire, enfin, l'objectif final, c'est de redonner aux utilisateurs le pouvoir, le contrôle, la propriété sur leurs données, sur sur ce qui leur appartient dans l'univers digital. Donc, c'est des sociétés qui vont construire des produits qui utiliseront ça, mais la valeur de proposition, elle est tournée vers l'utilisateur final. Je suis sûr que nos auditeurs ont déjà entendu cette phrase de si tu ne payes pas, c'est que tu es le produit. Donc je pense que la data a une place bien importante et surtout pardon, la souveraineté. Mais avant ça, avant de rentrer dans le technique, Ouais. on reste des humains. On est à zero to one, le passage d'un concept, d'une idée à quelque chose de concret. J'aimerais comprendre une chose. Quel âge a iExec? À quel moment cette idée a germé dans ta tête ou avec peut-être tes cofondateurs ou d'autres personnes? Et combien de temps as-tu dû prendre entre le moment où tu t'es dit je me lance sur ce projet et potentiellement soit ton premier client, soit une première version de ton produit? Parce que peut-être que tu as commencé ça sur un POC qu'on appelle preuve de concept. Alors, ouais, le parcours d'Ayexec est un petit peu singulier. C'est pas tout à fait ce parcours-là classique. Donc moi, pour donner un petit peu mon background, avant de créer cette société, j'étais chercheur en fait, hein, donc chercheur en système distribué et parallèle. Donc j'ai un parcours de chercheur classique avec une thèse, un postdoc, une fonction à l'INRIA, donc l'Institut national de D'accord. recherche en informatique. J'étais juste à côté à l'ENS Lyon. Ok. Donc vraiment un parcours très classique. Et puis en 2000, donc je travaillais sur plein de sujets autour des systèmes distribués, comment est-ce qu'on peut utiliser plein de machines sur Internet pour leur faire réaliser des calculs de grande taille. Et puis en 2015, avec mon thésard, je commence à m'intéresser à la blockchain, au début sur les aspects techniques. J'avoue, j'avais regardé Bitcoin quand c'était sorti à l'époque du white paper. L'aspect monnaie, je ne l'avais pas compris. J'avais compris Donc tu plus n'avais ou moins jamais là. investi dans la J'avais blockchain, pas du tout enfin investi dans dans les la crypto, cryptos, non, pardon. c'était vraiment, j'avais pas compris en quoi ça faisait une monnaie. Et la Ok. blockchain, tu l'utilisais pas forcément Et la dans d'autres blockchain comme applis ou... outil informatique, si tu veux, c'est pas très efficace, quoi. C'est extrêmement lent, ça coûte hyper cher, on peut rien stocker dessus. Donc comme outil informatique, dans un système distribué, ça n'avait pas vraiment sa place. Mais en 2015, je commence à m'intéresser à ça pour justement des aspects technologiques. Parce qu'il y avait ces notions de vérité centrale qu'on ne peut pas altérer, on ne peut pas revenir en arrière. Donc on peut vraiment marquer les choses dans la blockchain et se dire, OK, la vérité, elle est ici. Et ça, quand on construit des systèmes très distribués, c'est une brique qui est hyper importante en fait. Et à partir de là, tu peux construire des choses beaucoup plus évoluées. Donc je m'intéresse à ça et puis après ça allait très très vite. Donc dans le monde de la blockchain, on commence pas par faire des POC, on fait ça une fois qu'on a levé de l'argent. Donc comment est-ce que ça s'est passé? C'est un petit peu singulier. Le cofondateur d'iExec, en fait, mon associé est français mais naturalisé, à la base il est chinois.
Et à Salut. l'époque, il était, voilà, Hayouré, qui est toujours avec nous, évidemment. Et à l'époque, il était professeur à l'Académie des sciences à Pékin. Ok. Et on avait auparavant, 2 ou 3 ans avant, essayé de créer une société, une sorte de spin-off, ce qu'on appelle les spin-offs. Tu sais, quand tu es dans un labo de recherche, tu vas créer une start-up issue de la technologie qui est développée dans le labo. Puis bon, ça n'avait pas marché pour X. Tu l'as rencontré dans le cadre de la recherche de ton Ouais, postdoc tout à fait. ou Ouais, quand ouais, t'étais à l'INRIA? c'était mon postdoc quand j'étais D'accord. à l'INRIA pendant des années. Il était venu de Chine. Enfin, c'est une longue histoire, on se connaissait depuis très longtemps. Ok. Puis bon, ça n'avait pas marché pour X, Y raison. Puis en m'intéressant à Ethereum, je commençais à miner évidemment pour déployer des trucs, gagner un peu d'argent. Je commençais à trader. Ça, Donc c'est là, quelle année là? c'était 2015, hein, Ok. 2015. C'est vraiment tout début d'Ethereum, quoi. Ok, premier Bitcoin 2009, je crois. Voilà, le premier Bitcoin 2009. Et bon, moi, je commençais à m'intéresser au Bitcoin en 2014, 2015. Donc en 2015, je commençais à acheter un peu de Bitcoin, des choses comme ça. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, bon, je commence à manipuler un peu le côté crypto. Et puis, je me dis, tiens, ça serait sympa de reprendre un peu ce qu'on avait essayé de faire 2 ou 3 ans auparavant et pour lequel il manquait vraiment un moteur, quoi. C'était l'idée d'utiliser des machines sur Internet et puis les gens pourraient les louer pour exécuter des applications dessus, une sorte de cloud distribué, quoi. Ça, c'était en Ce 2015. qu'un Shadowblade a fait, par exemple? Ben, un petit peu, ouais, tout à fait, Sur un peut-être peu de d'autres ça. cas d'usage, mais Sur ok. d'autres cas d'usage, vraiment en partant des ordinateurs personnels des gens, quoi. Et, mais il manquait un truc au milieu pour arriver à faire une sorte de ciment, quoi. Et voilà, en reprenant Ethereum, la crypto, je me suis dit, tiens, mais là, il y a peut-être moyen de reprendre les idées qu'on avait et d'utiliser la crypto un peu comme ce ciment qui va tout lier, tous ces ordinateurs et tout un modèle économique autour d'un token. Et donc j'appelle Ayou et puis je lui dis, ben écoute, voilà, j'ai une idée. On va reprendre les slides que j'avais, enfin le deck qu'on avait de présentation de notre truc. On va rajouter de la crypto au milieu. Puis là, il y a une conf Bitcoin. Bon, il se trouvait qu'on connaissait 2, 3 personnes dedans, ils pouvaient nous inviter. Je lui dis, écoute, tu vas aller pitcher ça, puis on va voir ce que ça donne. Il y avait un nom? Comment? Vous aviez le nom ou pas encore? Non, on n'avait pas de nom. On a repris l'ancien nom, ce qu'on avait, mais c'était vraiment, il n'y avait C'était pas quoi? grand-chose. Je crois Iron CPU, Iron CPU, un truc comme Ok. ça. Tu vois. Bon, c'était vraiment comme ça. Et donc, il se fait inviter dès le lendemain au panel Blockchain Next Killer Application, quoi. Donc, il présente Après son avoir... truc, Ok, il incroyable. présente le lendemain, voilà, invité au panel Blockchain Next Killer Application. Donc, je dis, bon, il y a c'est peut-être un truc sympa à faire. Et ça doit être en juin 2016. Et donc, pour te donner un petit peu la genèse du projet, juin 2016, ok, on se dit, tiens, il y a un truc à faire. On repère qu'il y avait la DevCon, donc c'est la conférence des développeurs Ethereum, en 2016 à Shanghai. À l'époque, il y avait vraiment tout le monde là-bas. Il faut voir que l'écosystème Ethereum, à cette époque-là, évidemment, il était petit. C'était 2000 personnes. Tu J'étais les à rencontrais Shanghai en tous. 2016. C'est vrai? Ouais, je fais mon Pour la échange DevCon 2004. Non, pas pour Ah ça, bon. du coup. Je pense que Autre chose. le Bitcoin dans ma tête était quelque chose de très loin, très lointain. Mais excuse-moi de t'interrompre, je te laisse continuer. Non, mais Donc 2016, il fait le 2016. DevCon, ouais. Donc on T'y fait vas la aussi? DevCon, Ouais. bien sûr. Donc si tu veux, pendant tout l'été, j'écris white paper, on a pensé à une ICO, comment on allait réaliser, etc. Quel était le modèle économique, enfin ce qu'on allait faire, quoi. Et puis la DevCon a fait toutes les connexions qui allaient bien. À l'époque, tu rencontrais Vitalik très facilement, Joe Lublin, donc tous les gens de l'écosystème, les grands mineurs, vraiment voilà, c'est très facile, quoi. L'écosystème français aussi, on a beaucoup sympathisé avec plein de gens avec qui j'ai continué de travailler, avec qui je travaille encore maintenant, à cette époque-là, quoi. Et puis après, pas 10 000 des acteurs de crypto en France. Ouais, il y avait pas beaucoup. Il y avait du Coin House, il y avait la maison Voilà. Bitcoin, enfin du coup, Ouais, qui a donné ça, puis Ledger. Ouais. Ok. Et donc après, ça allait très vite. En octobre 2016, on a fait l'ICO en avril 2017. Voilà, il faut savoir que quand j'ai fait l'ICO, j'étais encore fonctionnaire, j'étais encore chercheur. Incroyable. Donc, les statuts étaient faits. Tu peux pas Les faire une statuts ICO étaient faits, sans bien statut. sûr. Ok. Ouais. Les gens à l'époque, tu vois, les gens faisaient des ICO sans statut. Tu Donc peux- après, c'était un enfer incroyable. Donc nous, on avait quand même déposé les statuts. On avait été un peu- C'est quoi une initial coin offering? Ah oui, qu'est-ce que ça c'est veut dire? Le principe est tout simple, en fait. On crée une crypto-monnaie. Nous, dans notre cas, ça s'appelle le RLC. Et puis on la vend contre des crypto-monnaies à cours déjà existants. Donc à l'époque, c'est du Bitcoin et de l'Ether.
Donc les gens rentrent sur iExec et en gros vont donner des bitcoins et des l'Ether en échange de votre crypto qui a une valeur mais que sur votre plateforme du coup. Non, Elle peut s'échanger en marché donc secondaire c'est aussi. voilà. Ok. Quand tu fais l'ICO, c'est le marché primaire, c'est là où tu la vends pour la première fois, et donc c'est là où on va fixer le nombre de tokens qui seront réellement émis. Tu te dis, ok, je peux en vendre jusqu'à tant, mais en réalité, tu en vends pour ce que les gens ont envie d'acheter. D'accord ? Avec une valorisation. Avec une valorisation qui est fixe et que tu dis, voilà, c'est celle-là. Et ensuite, tu as effectivement un second marché. Donc là, il faut être sur des plateformes qui vont permettre de faire les échanges. Et là, actuellement, pour te dire à l'heure actuelle des choses, le RLC, on est listé chez Coinbase, chez Binance, chez tous les plus gros, quoi, Kraken, en gros, Revolut. C'était une carte Revolut, tu peux acheter du RLC. Ouais. J'allais dire que je suis chez N26, mais non, c'est l'inverse. Ouais, chez N26 peut-être aussi. J'ai une mini question à te poser, tu l'as dit tout à l'heure et elle me trotte dans la tête depuis tout à l'heure, du coup. Elle me taraude. Tu viens de l'écosystème de la recherche et pour avoir travaillé, donc je ne sais pas si tu connais l'incubateur Entrepreneur First, en tout cas on recrutait 50%, c'était des PhD. Ouais. Donc j'ai beaucoup parlé avec ces personnes-là. J'aimerais comprendre une chose, est-ce que tu as vu des limites lors de ton postdoc? Pourquoi tu as voulu passer de la recherche à, on va dire, le monde du business, mais tu restes dans du R&D, tu vas nous l'expliquer juste après, du coup, comment vous avez monté votre produit. Mais qu'est-ce qui te drivait dans ça? Est-ce que tu as vu certaines limites dans la recherche et est-ce que tu te considérais, peut-être avec ton cofondateur aussi de l'autre côté, donc lui à Pékin, comme des ovnis dans ce monde-là qui commençaient à vouloir monter des boîtes versus les autres qui restaient en recherche? Alors, moi, à l'époque où je suis parti du labo, c'était quasiment dans le CV d'un chercheur que de monter une boîte. À un moment, voilà, c'était complètement admis, il n'y avait pas de sujet là-dessus. Clairement. Donc c'est un truc que tu avais déjà dans le paysage. C'était, je pense que ça l'est encore plus maintenant, mais c'est normal à un moment. Si tu veux, quand tu es évalué comme chercheur, il y a une partie qu'on appelle transfert. Et il y a plusieurs façons de réaliser le transfert technologique. Soit tu le fais toi-même en créant une spin-off, soit tu mets à ta disposition les fruits de ta recherche à d'autres entreprises, mais le transfert, c'est valorisé par un chercheur, en tout cas à l'INRIA. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Après, certains franchissent le pas, d'autres non. C'est vrai que dans la carrière d'un chercheur, il y a un moment où tu te dis, OK, passer de la je fais théorie plein à de choses. l'application, Voilà, c'est un petit peu ça. C'est un moment où on se dit, mais il y a certaines limites. On apprend énormément, on trouve, on réalise beaucoup de choses. Moi, j'ai fait beaucoup de logiciels, j'étais très actif. Mais à un moment, on a envie de, je sais pas, que ça soit utilisé, que ça sert, que ça change réellement, qu'on puisse être plus acteur quelque part. Okay. Et un peu moins spectateur. Et t'aurais pas monté ta boîte plus tôt? T'es content d'être allé au bout justement peut-être de ton expérience en tant que chercheur et postdoc? Non, pour moi, c'est plus, je le voyais plus comme une sorte de continuité de ce que j'avais envie de faire avec d'autres moyens, quoi, en quelque sorte. Sans la blockchain, tu aurais créé une boîte? Je pense que Ou tu as été opportuniste Non, sur la je pense que c'est vraiment sur la blockchain. C'est vraiment la blockchain qui m'a fait créer une boîte. On avait essayé auparavant. Je trouvais que c'était un petit peu compliqué, que bon voilà, c'était pas trop mon milieu, j'étais pas dans ce... Mais dans la blockchain, je me sentais vraiment à l'aise, quoi. C'était beaucoup plus simple pour moi. Bon, ça paraît un peu paradoxal de dire ça, mais je me sentais beaucoup plus à l'aise en 2017 dans le monde de la blockchain où tout était un peu Far West que, je veux dire, aller voir des investisseurs, rentrer dans les incubateurs. Les incubateurs, ça n'a pas été une expérience fantastique pour moi, j'ai eu un peu de mal. Non, mais c'est drôle parce que hier, je ne sais pas si tu étais à la conférence qu'il y a eu hier soir, et ben justement, il disait que à l'ancienne, que les entrepreneurs étaient en fait des sortes de hippie hackers. Et c'est un peu ça, c'est que si je comprends bien, c'est pas la partie business qui t'intéressait, c'était vraiment créer une innovation, un produit autour, et tu n'avais pas du tout envie d'aller lever des fonds, etc. Et d'ailleurs, du coup, moi j'aimerais juste qu'on se remette un petit peu en 2016 dans votre tête, ou 2015 même, du coup. Ouais, c'est 2016, ça. Donc 2016, le projet c'était vraiment 2016, 2017 l'ICO. Ok, donc 2016 donc le projet à se 2017. monte en 2016. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Post-DEFCON, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes vous deux, vous êtes que vous deux. Hein. Tout à fait, on est. Vous n'avez pas de produit. Hein. Non. Non, vous avez fait un deck que vous avez remodifié d'il y a 3 ans. Voilà, tout à fait. Non mais en vrai de vrai. En vrai, c'est ça. En vrai, quand tu regardes dans le rétro, tu te dis qu'à l'instant T, il n'y a rien qui prédestinait iExec à un succès ou même à être créé. Vous croyez en quoi à l'époque? Est-ce que c'est une techno? Est-ce que c'est en vous, votre force et votre capacité d'exécution? Non, je pense que c'est vraiment le Web3 qui nous a porté. Enfin, à l'époque, on appelait ça blockchain, mais déjà iExec, c'est pas vraiment un projet blockchain.
c'est un peu à côté. On parle d'utiliser des machines off-chain, on parle d'utiliser des données qui ne sont pas on-chain, on parle de faire marcher ces choses-là ensemble. Bah, pour moi, le terme Web3, c'est une bénédiction. Le jour où quelqu'un a eu l'idée d'appeler ce truc-là Web3, ça va sauver la vie, quoi. Xavier Niel a dit le Web 3, c'est un peu de blockchain, de crypto et de NFT. Et vu qu'on savait pas quoi dire, on a appelé ça Web 3. Très bien. Tu es d'accord avec Xavier? C'est exactement ça. Super drôle. Voilà, nous, on fait tout le reste en dehors de la blockchain. Donc, Je voudrais passer sur une petite phase de, tu sais, ce test and learn, aller parler au marché, essayer de le valider. Déjà, comment tu es allé valider qu'il y avait un problème et donc tu avais potentiellement une solution? Et la deuxième partie qui est de l'autre côté, c'est aussi de se dire que quand tu as développé cette solution, est-ce que tu avais un doute ou tu savais quoi qu'il arrive, vous saviez où vous alliez et vous saviez que ça allait marcher? Et même si vous saviez, il y a toujours un doute jusqu'à que tu aies le résultat, non? non, je crois qu'on est toujours dans le doute, hein, Ok. clairement. D'abord, on a fait l'ICO, mais ensuite, la technologie a été très longue en réalité à développer. Faut comprendre qu'à Exec, on marche sur deux technologies principales. Alors, il y en a une qui est très connue, c'est la blockchain. Ça, tout le monde connaît bien. Ok, la blockchain, qu'est-ce que... La blockchain, en fait, il faut comprendre que dans le Web 3, elle permet de faire sauter un verrou. C'est celui de transmettre de la valeur. Hein, dans le Web 1, 2, on ne sait pas transmettre de la valeur. Avec la crypto, on sait transmettre de la valeur. Et donc, technologiquement, le Bitcoin, ce qu'ils ont réussi à résoudre, c'est le problème du double spending, ce qu'on appelle le double spending. Donc ça, c'est un pilier. Ensuite, il y a un deuxième pilier qui est beaucoup moins connu, dans notre cas, qui s'appelle l'informatique confidentielle, confidential computing. Confidential computing, c'est une techno de cryptographie matérielle qui permet de partager des secrets. Et ça, là, tu me regardes avec des yeux, je Non, sens que tu je connais t'écoute pas. là, et je suis en train d'écouter, je suis ok, parce qu'en C'est fait quoi j'essaye ce de truc deviner dans ma tête ce que tu vas dire, je crois, mais du coup je D'accord. te laisse. Et donc, voilà, confidential computing, bah, en fait, c'est hyper confidentiel. Et c'est vrai que c'est pas connu, quoi. Et c'est une techno qui est dure à appréhender, qui est extrêmement technique, les outils sont pas matures. Qu'est-ce que Donc, tu veux dire par partager des secrets? partager des secrets, ça veut dire quoi? Ok, tu dois faire quelque chose avec un secret que j'ai. Ok. D'accord, tu as besoin d'un secret que moi j'ai, Donc, et ce secret va te permettre de faire quelque il y a un chose. patent dessus, Non, par exemple, je sais pas, un truc breveté, non? Non, je prends un exemple très simple. Par exemple, tu veux être certain que je sois quelqu'un de majeur. Ok. Ok, tu veux être sûr que j'ai plus de 18 ans. Ok. j'ai D'accord? Moi, j'ai un secret, c'est mon passeport. Mais j'ai pas envie de te donner accès à tout mon passeport. Et toi, tu veux juste la preuve que j'ai plus de 18 ans. Donc avant, le Web3, avant l'informatique confidentielle, en gros, je te passe mon passeport, tu le regardes, et puis tu fais ce que tu veux après avec la copie de mon passeport, si tu en fais une copie. Dans le Web3, on ne veut pas ça. Il n'y a pas de copie d'ailleurs. Il n'y a pas de copie. Dans le Web3, je garde mon passeport, je vais mettre mon passeport à un endroit, tu vas mettre un bout de programme qui va lire le passeport et qui va dire « Ah ok, moi ce programme, j'ai lu ce passeport, j'ai vu l'âge, c'est bon, il est majeur. » Et tu récupères le résultat de l'exécution de ce programme. Donc toi, tu sais que je suis majeur, la photo de mon passeport, moi je l'ai gardée, et là où on a mis le programme et la photo du passeport, c'est dans ce qu'on appelle du confidential computing, donc c'est la cryptographie matérielle. D'accord. C'est une fonctionnalité qui existe dans certains microprocesseurs produits par Intel, AMD et d'autres, et en gros ce qu'on appelle des enclaves. Et on est certain que quand on met ces deux choses-là, la donnée et le programme, personne ne peut regarder ni la donnée ni le programme, personne ne peut altérer l'exécution. Donc en plus, tu as une preuve cryptographique que oui, je n'ai pas été capable de tricher sur l'exécution du programme. Et cette donnée, on parle de ownership, de possession. Donc c'est, on va dire, l'utilisateur, on va prendre toi comme exemple. C'est toi, on sait que c'est Gilles qui détient cette donnée-là et est-ce qu'elle est inscrite dans le protocole de la blockchain du coup? Exactement. Et donc il peut la réutiliser auprès de je ne sais combien de services. Tout à fait. Enfin, Gilles du coup. Ouais, tout à fait. Concrètement, mais c'est exactement comme ça que ça marche. Concrètement, c'est j'ai la photo de mon passeport, j'inscris l'ownership dans la blockchain, on pense ça par un NFT. Donc, ok, il y a un NFT qui dit cette donnée, c'est bien Gilles qui est certifié. Comme j'ai un wallet et que je détiens le NFT, du coup, je vais pouvoir donner de l'usage. Donc, je vais dire, ok, j'autorise Yacine à exécuter le programme qui va vérifier que je suis majeur. Et ce programme, tu en es le détenteur, on sait que c'est toi qui l'as, tu as le NFT qui le montre l'ownership.
Après, il y a plein de règles de cryptographie qui vérifient qu'on ne peut pas substituer un programme par un autre, une donnée par une autre, etc., etc. Tout ça, c'est blindé, quoi, on va dire. Et moi, je te donne explicitement l'autorisation. Et toi, tu récupères explicitement tu récupères le résultat du calcul. Le résultat, il est crypté pour toi, donc il n'y a que toi qui as le résultat de ça, etc., etc. Donc c'est un peu un nouveau monde, quoi, hein, dans l'informatique. On fait les choses un peu différemment. Et d'où le fait que je te bombarde de questions, c'est que je pars du principe si je ne comprends pas, mon audience ne comprendra pas forcément. Ouais, donc on essaye de faire cet exercice de vulgarisation. Si on avance un petit peu, je pense qu'on a plutôt bien compris la techno, on a bien compris ce qui se passait dans ta tête à ce moment-là. 2017 ICO, vous arrivez à lever, alors je me rends pas compte vu que ce sont des tokens, enfin c'est de la crypto à l'instant T. Comment se passe la valorisation? Vu qu'elle est valorisée sur une autre crypto, donc je sais pas si c'est du Bitcoin, de l'Ethereum, vous avez réussi à lever combien? Alors à l'époque, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné un prix en Bitcoin pour le RLC et on a vendu les RLC. Donc on a récupéré un certain nombre de bitcoins et d'Ether. Mais il est variable le prix du bitcoin. Ah ben alors à l'époque, donc la levée s'est fait en... Alors donc du coup, le prix était fixe, le prix du RLC était fixe en bitcoin. Donc variable en dollars si tu veux. Okay. Mais la levée s'est faite en très peu de temps, en moins de 3 heures. Donc c'était très rapide. Moins de 3 heures. Moins de 3 heures. Et ça prend combien de temps à préparer? Tu parlais du white paper, ça nous a pris de octobre 2016 à avril 2017. Ah quand même, ok. Ouais, donc il faut comprendre quand on fait... moins lourd qu'une levée de fonds classique par un... C'est pas moins compliqué, hein. Quand tu fais une ICO, en tout cas en 2017, en fait tu fais 3 choses en même temps. Tu fais un roadshow classique, parce que tu as besoin de gens qui vont rentrer dans l'ICO et en prendre une grosse partie directement. Sinon, l'ICO, elle va traîner. Les petits investisseurs vont voir que il se passe rien, donc évidemment, tu n'as pas envie de... C'est pas des bons signaux. Et en même temps, tu disais... Et en même temps, c'est roadshow. En même temps, c'est comme une campagne de Kickstarter, quelque part, de crowdfunding, où on dit, OK, on n'a encore rien fait, mais voilà notre projet. Et donc là, c'est du retail. Et ils investissent sur la base de ce qu'on va faire dans les années suivantes. Et en même temps, c'est un peu comme une IPO, parce que juste après, il faut être listé sur des plateformes d'échange pour que le token ait une valeur. Donc, sinon, les investisseurs, ils ont acheté quelque chose, mais le token n'est pas liquide, donc ça met tout le monde mal à l'aise, quoi. Donc, plus tôt on est listé, mieux c'est. Et donc, il faut essayer un petit peu de préparer ça en avance. Donc, OK. Quand ça se passe bien, ça dure 3 heures, mais c'est qu'avant, il y a eu un petit peu de travail de fait. J'imagine, et je suis super content de dire que juste avant toi, on a reçu donc 4 personnes autour de la table qui ont fait une IPO, qui ont fait de l'equity crowdfunding, qui ont fait de la levée de fonds classique, qui sont allés chercher des BA. Donc j'invite tout le monde à réécouter si vous ne l'avez pas fait avant d'écouter la suite de ce talk, parce que vous allez comprendre plein de choses. Tu m'as pas dit du coup, mais en Bitcoin, c'était l'équivalent de 10 000 bitcoins. Ouais, mais moi je connaissais à l'époque, ça coûtait, ça valait 11 millions de dollars à peu près. En tout, ouais. Ok, très bien. Si on avance un tout petit peu, c'est quoi la suite? Tu fais ton ICO déjà, donc ça passe de octobre 2016 à... avril 2017. Qu'est-ce que vous faites pendant ce temps? Est-ce que c'est que du focus ICO? Ah oui. Ok. Oui. D'ailleurs, ICO comme une IPO, est-ce qu'il y a énormément d'audits à faire? Il y a des à l'époque, il n'y avait rien, quoi. Okay. Je me dis pourquoi il rigole, il n'y avait rien du tout. Les gens comprenaient, okay. Mais c'était vraiment le Far West. Non, il y avait absolument timing, rien. Quoi. C'était oui et non. Après, c'est un peu compliqué. Si tu fais les choses bien, ça va, mais sinon, ouais. Voilà, il faut donc nous, on a fait les choses bien. On n'a pas eu. C'est vrai qu'il y a eu d'autres projets à l'époque qui sont partis un petit peu bancales et ils ont eu vraiment des difficultés à s'en remettre. Nous, on a fait avec l'état de connaissance de l'époque, il n'y a vraiment pas grand-chose, quoi. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais voilà, il y avait très peu de choses qui existaient. Et si tu veux, ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'à la suite de cette ICO, donc en France, c'était la première vraiment de visible. C'était la 5e ou 6e plus grosse levée mondiale. Donc, c'était quand même quelque chose, un truc qui avait bien marché. Ça a servi un petit peu de benchmark, celle-là, et puis quelques autres, à ce qui a ensuite donné la loi Pacte.
Dans la loi Pacte, on a eu effectivement des règlements pour les ICO. Aujourd'hui, c'est régulé par l'AMF. Donc, on peut avoir un visa de l'AMF qui encadre tout ça. Donc, voilà, OK, maintenant, c'est bon, on peut le faire, ça marche. C'est clean. C'est clean. Plus personne ne le fait, mais c'est clean. Merci d'être passé avant eux pour pouvoir les inspirer et mieux mettre un meilleur cadre. Ouais. Si on avance un petit peu, c'est quoi la suite ? 2017, ça y est, on a l'argent, il est sur le compte en banque. On a un produit ou toujours pas à ce moment-là ? À quel moment on parle au marché ? Non, là, on avait vraiment un prototype qui fonctionnait. Qui répondait à la fonction primaire qui était quand on a fait la base, c'était white paper qui disait OK, sur 4 ans on va faire ça. Donc le financement, on était clair, je crois que c'était 4 ou 5 ans. En réalité, on a mis 3 ans à peu près pour le faire. On a fait beaucoup mieux que ce qu'on avait prévu. Donc là-dessus, je crois qu'il y a un consensus sur le fait qu'AIexec a bien délivré la promesse technologique pour laquelle les gens avaient investi. Là où on a été un petit peu naïf, c'est qu'en gros, à chaque étape du white paper, on dit il y aura une version 1, 2, 3, 4. Et puis quand on va faire la version 1, la version 2, la version 3, c'est fantastique. Comme on débloque tel verrou technologique, les gens s'en emparent et un marché extraordinaire se crée. Là, on a été un petit peu, optimiste. C'est pas exactement ce qui s'est passé. C'était quoi le problème ? Ils ne comprenaient pas exactement l'intérêt, la techno, les cas d'usage ? Je pense qu'on était... déjà, en fait, il y a tout un travail de rendre la technologie accessible au plus grand nombre. À cette époque-là, il y a 3 ans, il y avait, je sais pas, peut-être 5 personnes qui comprenaient AIexec et il fallait qu'elles soient toutes dans la même pièce au même moment, quoi. C'était vraiment très compliqué. Donc, voilà, on a créé la techno pendant, je dirais, 3-4 ans, finalement en faisant que ça et en communiquant autour de ce qu'on faisait. C'était quand même intéressant. Pas de CA ? Pas de CA, non. Okay. Focus dessus. Okay, Focus dessus, clairement. Et puis, depuis 2 ans, on est beaucoup plus tourné vers les entreprises, vers les produits, vers la communauté, vers les développeurs. Et on essaie de on rend d'ailleurs cette techno maintenant beaucoup plus accessible en répondant à des cas d'usage beaucoup plus précis. Donc, je dirais, là, on fait des produits. Ouais, là, actuellement, qu'est-ce qu'on fait de rigolo ? On est en train de réinventer le mail à la sauce Web3. Donc, le mail, le bon vieux email qu'on utilise depuis des années, qu'on continue d'utiliser finalement. Oui, bien sûr. On le réutilise à la sauce Web3. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est assez rigolo. Donc, l'idée, elle est toute simple. L'idée, c'est de dire, ça part d'un besoin. Ça part d'un besoin dans le Web3, enfin dans la blockchain plutôt, qui est que, en fait, quand vous avez des produits type DeFi, ces finances décentralisées, vous avez ces produits-là, en réalité, on connaît très peu de choses des clients. La seule chose qu'on connaît, c'est leur adresse Ethereum, leur adresse de portefeuille avec lequel ils interagissent avec nous. Et c'est tout. Okay. Et on n'a pas de façon simple de communiquer avec. Et pourquoi ? Parce qu'en réalité, quand on est détenteur de jetons et qu'on interagit avec un protocole de finance décentralisé, donc on a notre portefeuille, c'est anonyme et on n'a qu'une seule crainte, c'est qu'on puisse réconcilier notre adresse sur la blockchain avec nos informations personnelles. Parce que là, c'est la catastrophe, quoi. C'est-à-dire que les gens sont au courant de tout. C'est comme si vos comptes en banque étaient publiés et que tout le monde voyait toutes les transactions. Donc cette crainte sur les données personnelles, elle est vraiment extrême. Donc le Web3, c'est quoi ? C'est de dire, la solution qu'on propose, c'est de dire, OK, pas de problème. Nous, vos données personnelles, et là en l'occurrence, ce sur quoi on travaille, c'est l'adresse email, c'est quelque chose qui est privé, c'est quelque chose qui vous appartient. D'accord ? Et je reprends exactement l'exemple qu'on avait eu tout à l'heure. Cette donnée, elle est encryptée, elle est privée et tout. Et quand vous voulez communiquer avec un protocole DeFi, par exemple, donc admettons que tu sois un protocole DeFi, vous allez explicitement donner l'autorisation à ce protocole de vous envoyer un email. Lui sera capable de vous envoyer un email, mais il ne connaîtra jamais votre adresse email. J'ai plus le terme, mais c'est pas la blockchain, là, c'est c'est la partie confidentielle. Confidential computing. Confidential computing, d'accord ? Donc, on préserve la confidentialité. Donc, tu peux m'envoyer un email en ne connaissant que mon adresse Ethereum. Okay ? Tu connais que mon adresse de wallet et moi, je vais recevoir un email. Et tu connais pas mon adresse email. Et ce qu'on peut faire par-dessus ça, c'est monétiser l'adresse email. Donc, puisque j'ai mon adresse email, qu'on est dans le Web3, je peux lui donner une valeur. Donc, je peux dire, OK, mais moi, si vous voulez m'envoyer des emails, d'accord, mais ça a une certaine valeur. Alors, si jamais j'ai envie, parce que juste j'ai envie d'être au courant de l'actualité du projet, OK, c'est gratos. Mais si je veux participer, par exemple, à des newsletters promotionnels, à du marketing ou des choses comme ça, il y a un prix à payer. Tu réinventes
la base de données, là. Enfin, la base de données pour du marketing. Pour du marketing, tout à fait. Mais le consentement est Et obligatoire. Il n'y a pas de GDPR parce que de Ok. toute façon, on est au courant d'aucune donnée, un truc Vu que c'est personnel. anonymisé. Voilà, c'est Ok. anonymisé. Donc, on retravaille juste sur l'email à partir de cette petite proposition de valeur très simple qui est je possède les choses, donc je peux en donner un prix et je préserve la confidentialité. Et une question toute bête, hein. Si la personne choisit de payer pour pouvoir avoir accès à mon adresse email, moi, Yacine, mais elle sait pas que je suis Yacine, on est Ouais, d'accord. Elle sait d'accord. juste qu'elle va pouvoir envoyer via cette adresse. Est-ce que déjà, elle va avoir accès au mail et elle va pouvoir voir peut-être pas mon email, mais où, tu vois, dans le mail qui est rentré. Non, donc il peut pas Rien être du tout. personnalisé. Ok. Absolument pas. Et la deuxième question, est-ce que tu as un moyen d'être sûr que ça tombe pas dans les spams? Parce que c'est dommage quand même de payer. Non? Ah, Tu vois ce que je veux dire ou ouais. pas? Parce que ça, c'est un autre versant. Non, J'ai l'impression que alors- là, c'est sur du Gmail ou autre. Tout à fait. Donc, alors, très bonne question. Bon, là, on est dans le Donc, technique. mais- là, on rentre dans les choses un peu techniques. Moi, je ne suis pas non plus un spécialiste de l'email, il faut être honnête. Oui, bon, L'email, t'as c'est un protocole t'as un qui est- doctorat, quoi. Pas qui est moi. un protocole un petit peu compliqué. Alors, un des trucs qu'on propose, c'est de dire, OK, bon, l'email, à la base, ce n'est pas un protocole qui est si privacy preserving. Il faut faire attention, effectivement, quand on utilise ce protocole-là. Si jamais tu es un petit peu, soucieux de ta confidentialité et de la sécurité, que tu es un petit peu hacker, en fait, tu vas faire un truc tout bête. Tu vas mettre, en plus de ton adresse email, éventuellement, les informations pour qu'on puisse t'envoyer ton D'accord. adresse email comme si tu étais toi l'envoyeur. Donc, la configuration de ton SMTP serveur, par exemple, ce genre Ok, de choses. et comme ça, il Et comme passe ça, le pare-feu voilà, et tu passes directement Ok. sur ton... Allez, j'arrête de t'embêter Ah, mais je techniquement. peux aller très très loin là-dessus. Et écoute, si tu prends du plaisir, c'est l'essentiel. En plus, le temps file. J'aimerais quand même parler de, évidemment, donc les cas d'usage. Tu nous en as parlé un sur l'email. Alors, on va même pas parler de cas d'usage, mais peut-être même de clients sur tout ça. Mhm. C'est qui les early adopters? C'est qui les gens qui sont très intéressés dès le départ et qui sont presque, quand on parle de early adopters, qui vont être carrément des ambassadeurs, mais qui sont prêts à prendre ce risque de travailler avec Gilles, de se dire que il a levé 11 millions, mais qu'il n'y a toujours pas de produit. Je te taquine, évidemment. On est habitué, tu sais. C'est toi, tout On à est l'heure, les tu m'as dit premiers à on en doute rire. au quotidien et encore aujourd'hui. Donc moi, tu me donnes la brèche, je m'enfonce dedans. Non, on a vraiment deux populations, hein. Il y a évidemment les gens de l'écosystème Web3 blockchain. Là, c'est vraiment sur la proposition technique. Et puis, on a toute une série d'entreprises beaucoup plus classiques. Par exemple, en Rhône-Alpes, on a beaucoup d'entreprises dans le domaine de l'industrie pure et dure. Donc, des fabricants de ci et de ça. Par exemple, on a un fabricant de nacelles qui s'appelle Olot, qui vient nous voir pour faire les carnets de santé de leurs machines. Ok. Donc, c'est toujours le même principe, hein. Tu as besoin de traçabilité, de confiance, de choses qui sont inaltérables. Tu as besoin de confidentialité sur les informations que tu partages. Il y a certains qu'on les partage avec les bonnes personnes. Donc, la blockchain, le Web3, c'est une très bonne solution pour ça. Donc la porte d'entrée, tes interlocuteurs, ce sont des personnes plutôt techniques qui gèrent la DSI ou je sais pas, c'est la cybersécurité. Ça peut être souvent l'innovation, ouais. Souvent, Ouais. l'innovation, ça commence souvent par « Ah, tiens, on a entendu parler de ça. Donc ils comprennent la blockchain donc, et voilà, ils l'intérêt. comprennent, C'est pas des personnes dont tu dois forcément convaincre ou peut-être qu'ils découvrent par contre le Souvent, ils confidential découvrent un petit computing. peu, voilà, ils découvrent toutes ces choses-là, c'est pas si mainstream. Et souvent, effectivement, les cas d'usage vraiment se ressemblent beaucoup. Dans l'industrie, c'est toujours la même chose, hein, c'est autour de la traçabilité, de la confiance, partage d'informations confidentielles. Donc, dès qu'on rentre dans des secteurs bien particuliers comme l'industrie, on arrive là, en ce moment, on est sur ce travail d'essayer de trouver la façon de répliquer le plus possible ces premiers cas d'usage qui sont bien identifiés. Et ça fonctionne plutôt bien. On est plutôt sur une bonne pente. Vous êtes à quelle phase là? Est-ce que c'est automatisé? On est toujours sur une phase de projet, bon, je sais pas si c'est des POC, mais On est sur la phase de, on a plusieurs POC et on est sur une phase de consolidation de ces POC-là. On est sur une phase où on est un peu au-delà du business développement, mais Ok. on est encore dans du business développement. On n'est pas encore dans du sales pur et pur et dur, dur. ultra Ok. appliqué. Donc le but c'est de trouver des partenaires, mais aussi de pouvoir tester et apprendre à leur côté Tout à fait. à travers les cas d'usage. On est vraiment dans cette époque-là, ouais. Tout à fait. Bon, là je sens que tu touches déjà du doigt le premier marché que vous allez attaquer lorsque justement vous allez vous consolider et embaucher une petite armée de sales. Voilà, exactement. C'est quoi
Tu nous as parlé du cas d'usage, tu nous as parlé de l'industrie. Déjà, est-ce que ça serait celui-ci demain si vraiment, lorsque vous êtes consolidé, tu penses vraiment que vous allez dans cette direction-là? Ouais, je pense on est Ouais, encore en phase d'exploration. Donc, on regarde l'industrie, on regarde. Il y aura des choses probablement autour de la finance, des choses autour de la régulation, tout on ce est qui est d'accord que c'est KYC, ces choses-là. Il y a beaucoup de choses à regarder tout ce qui encore. processe des millions de data au quotidien Ouais, c'est surtout partout où et il de y a la besoin de data confiance. sensible. Voilà, partout où il y a besoin de confiance, de confidentialité, où on veut être sûr que les choses n'ont pas été altérées, où on veut qu'il y ait des preuves. Donc dès qu'on rentre dans des choses un petit peu comme ça, un peu difficiles, oui, là on est une bonne solution, clairement. Je mets une parenthèse, mais en plus, je pense t'en parler dès le départ. Et du coup, tu viens de le redire le mot, mais en fait, la confiance. En fait, c'est le Web3, la blockchain et tout ce que vous êtes en train de développer, c'est pour renforcer la confiance entre deux interlocuteurs qui ne se connaissent pas. Exactement, c'est tout à fait ça. Et C'est la mettre confiance par la technologie un plutôt tiers que de par confiance, la quoi. RGPD ou un tiers de confiance, exactement. Très bien. Maintenant, on avance dans 2-3 ans. Ça y est, tu as bien trouvé on va dire, un product market fit. Mhm, Donc, se dire que vraiment, tu réponds à un cas d'usage qui est assez global et que tu peux y répondre bien et que là, commence à y avoir de la demande mhm, que sur l'industrie, hein. mhm. Est-ce que la stratégie serait de double down et devenir un leader là-dessus? Ou est-ce que très rapidement, vous avez envisagé ou vous envisagez de vous diversifier, aller taper peut-être sur d'autres cas d'usage? Je ne sais pas si c'est même carrément des géographies. Je ne pense pas que vous soyez limité. On n'est pas particulièrement limité, hein. C'est Ouais, sûr hein. que quand on regarde l'industrie, France-Allemagne, il y a déjà de quoi faire, donc c'est un bon départ. Il y a de quoi un Ok. petit peu, il y a de quoi, il y a déjà de quoi faire, clairement. Je pense que ce type de technologie, c'est quand même très versatile, donc ça se prête bien à se diversifier. Ok. Je pense qu'il y a des sous-jacents qui font que quand on trouve des mécaniques, ouais, quand on trouve des mécaniques et une bonne façon d'adresser un marché, j'aurais plutôt tendance à essayer de répliquer ça vers d'autres marchés. Mais effectivement, en prendre un, le creuser le plus possible et ensuite se diversifier, bon, je dis rien d'extraordinaire, quoi. Non, mais tu sais, C'est parfois, il y en l'approche a un qui te peu. disent vaut mieux être leader sur un marché que secondaire ou troisième sur plein de marchés différents au risque de tout perdre au bout d'un moment ou de trop se diversifier. Vous, Ouais, c'est assez c'est des différent. solutions IT, quoi. Est-ce qu'on dit que, par exemple, Amazon Web Services a essayé d'être leader sur le marché du cloud pour blablabla, bla. Non, ils sont leaders du C'est cloud, ça, point là. barre. Ils Ok. sont pas, nous, on va pas être leader du Web3 pour l'industrie. On va avoir une plateforme, ok, en adressant un marché spécifique, on comprend comment est-ce qu'on fait pour adresser Donc un c'est une marché. tech Et globale, c'est une ensuite, c'est une tech technologie de globale, ouais, rupture. tout à fait. Il ne reste plus beaucoup de temps, mais Ah, on va remettre le petit curseur sur Lyon. Vous êtes oui. une cinquantaine ici. Ouais, tout à fait. Alors j'ai deux questions. Tu pourras peut-être y répondre sur. En tout cas, la deuxième, c'est surtout c'est quoi le lien que vous avez avec H7. Mais moi, ma première question, elle est simple. Euh, je sais qu'on a la bonne main-d'œuvre qualifiée en France en termes d'ingénieurs, de personnes techniques. J'aimerais savoir, est-ce que c'est un bon endroit, la France, pour entreprendre dans le Web3? Je réponds à la première d'abord. Donc, Hachette, bon, on connaît Hachette depuis déjà quelques années, Ouais, via une rencontre qu'on avait fait avec Cédric, il y a, je fondateur. pense, 4-5 ans, voilà, le fondateur. Depuis 2 ou 3 ans, 2 ans, pardon, 1 an ou 2 ans, je regarde Marianne, Elle a validé, elle a validé. qui valide. On a lancé avec Hachette un programme Ouais. d'incubation dans le Web3. Donc c'est super parce que nous on apporte notre côté, on va dire, connaisseur du Web3 évidemment. Il s'appelle Et comment? il s'appelle l'incubateur Web3, je L'incubateur crois. Web3. Ouais. Ok. Et évidemment, Hachette apporte toute son expertise autour de comment est-ce qu'on accompagne des startups, comment est-ce qu'on les fait grandir. Et donc, c'est un très très beau programme. On avait 5 startups qui maintenant sont arrivées au bout du programme et qui ont eu des belles perspectives. On avait aussi un programme de formation. On a fait intervenir plein de gens super intéressants. Et on le quoi ton reconduit. intérêt? Excuse-moi de t'interrompre, mais pourquoi vous faites ça? C'est quoi votre intérêt chez iExec de supporter d'autres acteurs de l'écosystème qui sont Ouais, plus jeunes que vous? je pense qu'il bon, il y a 2 intérêts. D'abord, ça nous permet, nous, de comment dire, populariser notre technologie, Mhm. de la confronter aussi à des besoins. C'est aussi pour nous une façon de comprendre quels sont les besoins. Et puis, plus on est de fous, plus on rit, hein. C'est pas un jeu à somme nulle, hein, pas du tout, au contraire. Ok, donc j'ai l'impression que le collectif est assez important. Le collectif est très En fait, important. au-delà de tout à ça, fait. si je pousse un peu dedans, ces 5 startups que vous avez accompagnées, est-ce qu'elles ont, à travers leur réflexion sur leur projet,
ont enrichi ta réflexion sur ton propre Ah mais projet. clairement, c'est Ouais, vraiment tout c'est du l'intérêt de win-win. ça, c'est vraiment du win-win parce que, comment dire, nous on imagine des solutions techniques, mais c'est quand même des choses qui sont, comment dire, les usages sont vraiment en amont de l'expérience qu'on a aujourd'hui d'Internet. Aujourd'hui, je te dis, on est capable de partager des secrets. Ok, ça c'est la technologie, mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment? Donc, avoir toutes les startups qui commencent à réfléchir sur ces thèmes-là, dire quel type de produit on va faire, quelle valeur de proposition ça va apporter dans tel ou tel cas, ben, c'est priceless, quoi, clairement. J'embraye sur ma deuxième question. Oui, C'était c'était ma quoi? première. Sur entreprendre en France, écoute, Est-ce une bonne situation entrepreneur en France dans le Web3? bah, moi, enfin, je suis pas du genre, honnêtement, à me plaindre. Bon, d'abord, honnêtement, on m'a posé la question plusieurs fois, mais j'ai pas de point de comparaison, donc Bah, t'as c'est déjà, ne serait-ce que difficile, dans le quoi. timing, on sait que voilà, les premiers mineurs, je suis pas sûr qu'ils étaient en France de la blockchain. Donc, enfin, Actuellement, est-ce qu'on a les infrastructures, les programmes d'accompagnement pour ça? Bon, ça va être un euh, peu paradoxal avec ce que tu viens de dire juste avant si tu dis non. non, moi, je pense, enfin, je vois rien de négatif, surtout qu'en ce moment, on est plutôt dans un excellent momentum, quoi. Aux États-Unis, je sais pas ce qui se passe, mais bon, il y a beaucoup de gros nuages noirs qui s'amoncellent sur l'écosystème. En Europe, il y a eu un effort sur la régulation. Alors, la régulation, bon, bah, d'un côté, ok, c'est pénible parce que, voilà, tout d'un coup, on avait plein de rêves roses. Et Mhm. tout d'un coup, il y a de la régulation. On se dit, ah, bon, ça va être un petit peu différent, il va falloir faire attention et tout. Mais d'un autre côté, ça donne énormément de stabilité et surtout au niveau des perspectives. Donc, les gens ont une visibilité sur 1, 2, 3, 4 ans et ils savent que, ok, ils vont opérer dans tel framework. Et voilà, et on peut le faire. Donc, soit on décide de le faire, soit on décide de ne pas le faire. Mais au moins, voilà, ça existe. Donc, évidemment, les gens ne sont jamais totalement satisfaits. Ça a le mérite d'être là. Et aujourd'hui, ben, je crois que les États-Unis se disent, enfin, les acteurs de l'écosystème aux États-Unis se disent, à la limite, on serait content d'être dans cette situation. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu considères que ce serait quoi c'est quoi la prochaine industrie qui va être révolutionnée par le Web3? Et je vais te donner une petite astérix. Que nous tous, utilisateurs, on sera touchés par ça. Donc je parle potentiellement de data personnelle plutôt. Ouais, moi je pense tout ce qui est autour des données personnelles. Mais Tout ce qui est dans quoi? autour des données Médecine, personnelles. finance, je ne sais pas si tu vois Ça peut être la compliance, donc déjà par exemple tout ce qui est biométrie. La biométrie aujourd'hui c'est très compliqué. Le régulateur par exemple, le régulateur impose que si on doit traiter des gabarits biométriques, soit ils sont stockés sur le device, Mhm. soit ils sont stockés sur des serveurs. Et dans ce cas-là, on doit avoir le consentement explicite de l'utilisateur pour que la donnée soit utilisée. Mais ça, c'est du Sauf Web pour nos 3. passeports. Voilà. On est Ah oui, d'accord? c'est vrai. Bah, J'avais moi, pas tu me dis pensé. biométrie, je pense au passeport biométrique, mais C'est vrai. tu penses sincèrement que dans quelques années, on pourra posséder notre passeport et que... Bah, là, tu me poses une quoi. Mais tu sais que l'État a tous les droits. Bah, Donc, je quand il y a... sais, mais même les US, ça m'étonnerait qu'ils disent Ah oui, confidential computing, of course. Non, Non, mais mais les données biométriques, c'est un vrai problème. Si jamais tu ouais, perds l'empreinte de ton doigt ou l'empreinte de ton œil, je vais dire, c'est plus problématique que l'empreinte de sa carte bancaire. On et est il y en a d'accord. qui ont plus ou moins crié, je crois, au scandale aux US Voilà. il y a beaucoup d'années, hein, quand Voilà, ils ont commencé à exactement. prendre les empreintes. Tout à fait. Les empreintes. Donc Ouais, non. voilà, tout ce type de choses où vraiment le niveau de sécurité doit grimper d'un coup, Ouais, tout ce qui va être du paiement machine à machine, tout ce genre de choses. Les machines ok. vont être de plus en plus autonomes, on le voit bien avec l'IA, donc elles vont commencer à prendre des décisions par elles-mêmes, à devoir payer, à devoir faire des services, devoir rendre des services. Peut-être qu'un jour ta Tesla ira chercher des pizzas, tu vois, pour le compte de clients. Donc tout ce genre de choses, Tu bah oui, crois à il y la aura besoin. voiture autonome? Pourquoi pas, non? Je sais pas. Je sais pas, je sais que Waymo avec Google bosse dessus depuis des années, qu'on a beaucoup de constructeurs. Ouais. La tech n'est pas encore assez mature, Ah visiblement. bon, d'accord. Ah, Bon. visiblement, Bon, alors disons la trottinette autonome, commençons petit. Ça, les ce trottinettes, qui il y en a aiderait beaucoup plein. de personnes, vu qu'à Paris, ce sont pas les meilleurs conducteurs. Mais Ah oui, à passons. Paris, vous êtes. Bon, Ah alors, ouais. désolé, vous n'y aurez pas le droit. Ouais, Mais bon, nous, à Lyon, on c'est aura pas peut-être si grave. Je suis adepte du Vélib, l'ancien Vélib, pas le nouveau. Bon, bref, on va pas d'abord parler de ça. Il nous reste très peu de temps, mais j'ai envie de terminer sur une note qui est assez importante. Ah, en fait, on va dépasser. Je regarde la régie, ils ont dit il n'y a pas de souci. Pas du tout, mais c'est pas grave. Non, j'ai une petite question. On voit on voit beaucoup même d'influenceurs qui nous parlent de blockchain, bon, là ça sort, c'est de l'intelligence artificielle, mais en fait, j'ai l'impression que
est-ce que c'est une tendance, une trend, ou est-ce que tu penses sincèrement qu'il va y avoir une norme et, euh, et si tu penses sur cette deuxième question que le Web3, la blockchain peut devenir une norme et peut réellement aider, rendre des services, euh, c'est quoi les cas d'usage où toi tu trouves que le Web3 est inutile et ne fera pas long feu? Euh, Ah, bonne question. Bah, je pense que là où il n'y a pas de propriété, le Web3 sert à rien, quoi. Mais dès qu'on est propriétaire de quelque chose, Mhm. ça va devenir, moi, je trouve que ça va devenir un peu curieux dans le futur de ne pas avoir ces titres de propriété inscrits quelque part sur, on va dire, si on se projette un peu loin, l'équivalent d'une blockchain. Ok. On va se sentir un petit peu nu, on va dire, mais c'est vrai, c'est vraiment à moi ce truc, parce que là, il n'y a rien qui le prouve. Mhm. Je vois ce que tu veux dire. Et tu trouves que, parce qu'il y a eu beaucoup de cas d'usage sur des NFT, Hmm. euh, en fait, je sais pas trop ce que tu en penses. Moi, j'ai animé un talk show sur le Web3 Ouais. et j'avais préparé des cartes. Justin Bieber a payé, je crois que c'est Ape, je sais pas si tu vois, bref, un truc, je crois que c'est américain, Ouais. un Bordel. designer. Bref, j'ai pas Ouais. envie d'entrer et de dire des bêtises. Il a perdu 92% de sa Ouais. donc du coup, la carte, c'était Justin Bieber qui pleurait. C'est quoi l'intérêt? Tu penses que Justin Bieber, bon, non pas que tu le connaisses perso, à moins que tu m'apprennes quelque chose, Gilles, mais non, concrètement, il est allé chercher réellement un investissement passif en se disant que plus tard, ça va valoir plus? Ou est-ce que c'est du bullshit pour toi et ça sert strictement à rien? Bah, personnellement, j'ai pas investi dans ces choses-là. J'ai des NFT, c'est des NFT sur des assets de jeu. Ok. Bah, je pense que le NFT, c'est bien pour représenter un titre de propriété. Donc, ma carte grise, pourquoi est-ce qu'elle ne serait pas sous forme de NFT, quoi? Je suis propriétaire de la voiture. Bah ouais, effectivement, je pense que dans 5 ans, une carte grise qui n'est pas sous forme de NFT, c'est choquant. Tu dis, mais elle appartenait à qui? D'où vient la bagnole? Est-ce que c'est une vraie voiture? Et tout ce genre de choses, quoi. Ok. Une carte grise, c'est quand même pas super sécure comme Ouais, truc ouais, formel, ouais, tu c'est vois. juste un Bon, papier, quoi. Ok. voilà, c'est juste un bout de papier. Donc, tout ce genre de choses, oui, je le vois plus Et comme NFT dans 10 ans que sous forme papier. toi, les NFT sur tes jeux, c'est quoi? C'est un Ouais. kiff perso? Tu penses que le jeu va prendre en valeur? C'est quoi l'intérêt d'avoir des NFT sur ce jeu? Si tu peux juste nous expliquer. Non, c'était le jeu d'un copain qui s'appelle Comet. Enfin, le jeu, hein, pas le copain. Ok. Et donc, j'avais envie de comprendre et d'essayer. Donc, je suis parti là-dessus. Je suis Non, pas un je gamer vois du très tout. bien, du coup, Comet. Ok. D'accord. Qui n'est pas le même Comet dont on parlait au talk derrière, qui est la plateforme de mise en relation de freelance. Et qui n'est Non, pas non, le non, même, non, du c'est coup. le Comet ETH. Euh, Ma dernière question, c'est promis. Et là, en fait, tu t'adresses à moi parce que je suis très curieux. Mais toi et moi, on est tout le long de ce talk en train d'essayer d'inspirer les personnes qui nous écoutent. Si tu devais retenir un conseil, une chose pour les personnes qui souhaitent entreprendre, plus particulièrement dans le Web3 aujourd'hui, c'est quoi le conseil que toi, en tout cas, t'aurais aimé entendre si demain tu devais monter iExec? Bon, c'est un petit peu difficile de répondre à cette question, mais je crois que si on est porté un peu par les valeurs du Web3, en se disant, OK, bon, voilà ce qui va changer, je comprends ce qui va changer, je crois qu'il faut vraiment chercher à s'en inspirer, à rester dans ces valeurs-là. Et c'est un petit peu ce qui fait le sel d'une expérience comme iExec, c'est que voilà, on est dedans, quoi. On essaie d'être un acteur, on essaie de faire progresser les choses, on construit de la technologie, mais on essaie on fait on est une des technologies du Web 3 et je pense on a vraiment conscience de faire avancer cette révolution, enfin entre guillemets, on a tendance à appeler ça des révolutions, mais oui, Internet, ça a vraiment fait changer la société. Et le Web3, c'est vraiment une étape importante d'Internet, clairement. Enfin, ça, j'en suis persuadé. Donc voilà, mon conseil, ça serait, si vous inscrivez dans ces valeurs, bah oui, il faut y aller, clairement, quoi. Ok, mais moi je comprends quand même aussi que posez-vous la question de quelles sont vos valeurs et si elles sont adéquates avec Avec, ce qui est attendu dans... En fait, ce que tu dis, c'est que tu sers tes clients, mais tu sers surtout tout un élan dans l'écosystème. Et d'ailleurs, je termine juste là-dessus. Début des années 2000, une boîte tech était une boîte qui avait un site internet. tout à fait. On appelait ça le digital. Aujourd'hui, le digital est pris pour acquis. Est-ce que Mhm. dans 10 ans, on regardera le Web3 ou dans 20 ans peut-être de la même manière? Ah oui, clairement, oui, je pense, oui. On passera d'une innovation à une norme. Ah oui, clairement, pour moi, c'est évident. Les choses qui ne seront pas Web3 feront un peu peur.
On se reparle à ce moment-là. Ouais, clairement. Ouais, un grand merci Gilles, merci. J'espère que tu as pris du plaisir. Mais oui, c'était fort agréable. Bah écoute, merci beaucoup Merci de t'être prêté beaucoup, au ouais. jeu. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. J'aime bien terminer par ça. Je vous souhaite bon courage dans vos projets. Et n'hésitez pas, tout le monde est là pour partager. Donc si vous avez des questions, je m'engage à ce que Gilles vous réponde. Donc contactez-nous sur LinkedIn. Et je vais quand même remercier la régie qui a été très gentil avec moi pour avoir débordé tous mes talks. Donc merci à vous et encore une fois merci à H7 de pouvoir organiser ces moments-là. À très bientôt. Merci. Ciao Gilles. Au revoir.